Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Nous nous retrouvons autour des déclarations des dirigeants et autres personnalités qui prennent position sur divers sujets. Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Adrien Moussou, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour les amis téléspectateurs. Bonjour à vous Jacques Bokor. Bonjour M. Kassaï, bonjour aux téléspectateurs et internautes. Je vous donne lecture de la toute première déclaration. L'Union africaine exige la libération immédiate et inconditionnelle des personnalités arrêtées et condamne fermement toute action visant à déstabiliser le Mali. Il appelle également tous les acteurs, le président, l'auteur de cette citation, il appelle également tous les acteurs de la transition politique malienne à la retenue ainsi qu'au respect de la Constitution. C'est Félix Tshisekedi qui a parlé, Jacques. Oui, le président de l'Union africaine, disons, n'a pas attendu longtemps avant de faire cette déclaration. C'est une déclaration qu'on peut qualifier de forte parce que suite aux événements au Mali, il fallait donner de la voix pour montrer carrément sa position, ce qu'il a fait. Je voudrais, disons, saluer, pourquoi pas, cette déclaration, cette position du président de l'Union africaine. Nous l'avons souvent demandé, la prompte réaction de l'Union africaine. Oui, il faut condamner la venue au pouvoir ou la prise du pouvoir par les armes, par les militaires, et demander qu'on libère les civils qui sont en détention. Je pense que les heures qui ont suivi, son appel a été entendu et le président Ndao et puis le premier ministre Wan ont été libérés. Il faut saluer cela. Seulement que au-delà de la réaction, c'est qu'il faut voir ce même comportement de l'Union africaine ou des institutions africaines dans d'autres pays sur le continent. On aurait souhaité qu'il y ait cette même promptitude de l'Union africaine dans d'autres pays. Suivez mon regard. Si vous voulez, nous prenons tout de suite le cas tchadien, qui est encore d'actualité. On a vu toutes les gymnastiques que l'Union africaine a dû faire avant de donner de la voix. Quel genre de voix? On a dit qu'il faut pacifier d'abord, disons, le pouvoir. Il faut laisser les militaires assurer la transition, même si, bon, on a appelé les militaires à faire entrer des civils. Donc, moi, j'aurais aimé que l'Union africaine fasse de même dans tous les pays et suivant les cas. Qu'on ne fasse pas du deux poids, deux mesures, parce que ça, on réagit promptement ailleurs, mais dans d'autres pays, on ne le fait pas. Donc, moi, c'est ma première lecture de cette déclaration. Les pays de l'Afrique ne sont pas égaux devant les institutions, c'est ça, Adrien? Les pays de l'Afrique devraient être égaux devant les institutions, mais il se fait que c'est un problème d'intérêt en sous-main. Il y en a? Dont on nous parle. Oui, il y en a. Dites-nous. Dont on ne nous parle pas souvent. Bon, il a toujours été dit que nos sous-sols regorgent d'assez de minéraux, d'assez de matières qui seront bien exploités ailleurs, quoi, pas sur le continent. Et on revient, nous revend des objets chers. Vous comprenez bien, c'est quelque chose d'intérêt. On va parler de géostratégie, non, c'est du bluff. Parce que ça intervient par facettes, mais c'est les intérêts. Vous n'avez pas vu la promptitude avec laquelle le président français aussi a réagi? Mais je ne reconnaissais pas le président Macron. Et il faut qu'on libère, il va s'adresser aux Nations Unies. Allez là-bas, oui. Oui, pour qu'on prenne déjà des mesures, quand même. Mais au Tchad... Ça s'est passé sous ses yeux. Oui, au Tchad, il n'y a pas eu la même célérité de la réaction ou dans la prise de position. Et là,
Mais j'ai méconnu le président français, bon, qui face à la plupart des situations, bon, donne dans la mesure, il est un peu circonspect, il est délicat, il sait choisir les mots. Mais non, hein, avant-hier, ou dans ce dossier-là, mais c'est un autre Macron que j'ai vu, sur un ton sentencieux pour le dire doctoral, et qui enjoint rapidement à la junte de se raviser avant qu'il ne soit trop tard. Mais c'était sans quand même compter avec le courage et la détermination de cette junte-là et de ceux qui sont à la tête. La junte a un motif. Justement. Remplacer les militaires. Oui. Ce sont d'autres militaires qui sont encore là. Justement, mais il se fait que, bon, il doit certainement avoir eu des justes couleurs également et des non-dits. Et vous avez vu progressivement, les langues ont commencé par se délier ou les uns et les autres ont commencé par faire savoir ce pourquoi ils ont dû procéder comme ça. Je vais parler des militaires. Toujours est-il, comme vous dites, de mener une transition, de conduire une transition. Vous êtes tous appelés à conduire la transition. Bon, il faut quand même qu'il y ait un chef, qu'il y ait des chefs, qu'il y ait des leaders. Mais vous vous levez et puis motu proprio, c'est vous qui décidez de remanier. C'est moi le chef. Qui remanie là? Justement, mais en remaniant, dans ce contexte-là, il faut user de délicatesse et sinon de prudence. Vous avez vu, ça n'a pas raté. Et vous remaniez, on dirait, à dessein pour sortir certains éléments gênants. Justement, et bien avant que vous le remaniez, puisque les autres ont eu le flair et la fuite certainement, il y a des mouvements de troupes déjà en stationnement quelque part dans la ville. Et aussitôt, le gouvernement a rendu public officiellement. Alors, ils ont été cueillir ce qu'ils devaient cueillir pour les amener vers une base militaire. Vous comprenez bien? Donc, c'est ça. Bon, fort heureusement, c'est vrai que le président de l'UA s'est prononcé, il faut qu'on le libère. Certains ont dit, il faut libérer. Très bien. Déjà, hier, non, ce me semble, Jacques a dit quelques heures. Oh là là, je comprends son euphémisme. Mais quelques jours après. Ah oui, parce que là, les gens sont bel et bien piégés. C'était long, c'est ça? C'était dit Adrien. Oh, ça a été long, mais quand même, c'est... Il y a eu la mission de la CEDEAO aussi, même si, bon, les militaires ont semblé ne pas vouloir écouter ce que l'émissaire de la CEDEAO est venu leur dire. Mais, absolument, il a dû rebrousser chemin. Mais tout compte fait, on peut quand même saluer la libération des deux autorités, le président de la République et puis le Premier ministre. Ils pouvaient continuer à les garder. Mais ils ont fini par se plier, disons. Je pense que ce qu'il faut demander à nos institutions, c'est qu'elles soient fortes et non courir après les coups d'État, courir après les conflits. Je pense qu'on pouvait prévenir ces genres de conflits. Et ce sont des conflits mal réglés qui nous entraînent dans ce que nous vivons aujourd'hui pour le cas Mali. Parce que certainement, on a dû trébucher déjà par le passé. Il ne faut pas voir tout de suite le cas du colonel Goïta. Il faut aller voir comment on a pu régler la crise depuis que le président Ibeka est parti. Comment on a mis en place le comité de transition. Normalement, quand il y a une charte, on a formé le gouvernement, il y a un civil, il y a un vice-président qui est militaire. Normalement, il devait avoir la CEDEAO, l'Union africaine, qui veille sur le suivi, enfin, qui suivent la charte, la mise en œuvre. Quand on a formé le gouvernement, on devait quand même prendre l'avis, ou bien, oui, l'avis du vice-président qui est militaire. On doit peut-être prendre l'avis de ceux qui sont chargés de suivre la mise en œuvre de la charte. Mais comment on a pu procéder? Et puis, voilà, les militaires ont découvert la liste publiquement. Ce n'est pas bien, ça veut dire que c'est maladroit. On n'a pas pris en compte une partie. Lorsque, dans une transition, on a dit, une transition, on doit faire en sorte que personne ne soit lésé. Si une partie est lésée, il faut l'autre partie doit, la partie qui est lésée doit forcément réagir. Et c'est ce que nous avons vu avec les militaires. Donc, c'est vrai que dans les coulisses, comme l'a dit M. Amoussou, nous apprenons qu'il y a aussi des intérêts géopolitiques, économiques derrière. Et on a réussi à nous manipuler comme ça, l'un contre l'autre. Mais nous l'aurons voulu et nous continuons de le vouloir, en ce sens que nous acceptons d'être manipulés. Bon, certainement que ces officiers maliens-là qui tiennent tête, pour le moment, appelons les choses par leur nom, qui tiennent tête pour le moment à l'UA, à toutes ces institutions-là qui ne font que condamner par principe.
Mais vous comprenez bien que ceux-là, quand même, ne veulent pas se laisser manipuler. La preuve, Goïta est déterminé. Hein. Il semble qu'il tient à conduire maintenant la transition. Ouais. On verra bien. On verra bien ce que feront. Ah oui, là, lui, mais que voulez-vous? Au Tchad, qui conduit la transition? J'attends. Mais lui, nous le disions, dans ce même studio, hein, sur ce même plateau, il y a quelques jours. Oui, il ne faudrait pas que certaines situations mal réglées fassent malheureusement des émules. Absolument. Ah oui, mais lui, toutes les instances et tous les messieurs bons offices ont dit non, il faut laisser les militaires conduire la transition au Tchad. Ah ben, l'autre aussi peut désormais se prévaloir de ce que, vu la situation, la délicatesse de la situation, je suis militaire aussi. La preuve, vu leur avancée, on lui aurait dit, mais quand même, les lois ne permettent pas à un militaire de gérer les choses telles qu'elles se présentent sur le plan politique au Mali. Mais il aurait rétorqué, mais un officier avant moi a eu à conduire. Oh, je serais à sa place qu'il donnerait même l'exemple frais, l'exemple frais du Tchad. On me dira qu'il y a des nuances, mais quand même, conduire une transition, voilà, lui a la CEDEAO. Ce piège. Mon frère. Non, Jacques. L'Union africaine, ONU, CEDEAO, tout ça, Goïta s'en fout. Oui, pourquoi? Si vous êtes laissé fragiliser vous-même, Jacques parlait d'institutions fortes et insistait. Justement, parce que depuis quelques années, c'est à la tête du client qu'on règle. Est-ce que ce chef d'État-là, qui est en train d'être déstabilisé, est-ce que c'est une tête forte? Quel poids a-t-il? Quel intérêt représente-t-il? Est-ce qu'il protège vos intérêts? Et c'est à l'aune de tous ces calculs qu'on se détermine par rapport à la prise de position, par rapport aux condamnations. Vous comprenez bien? Il y a de la demi-mesure parfois. On souffle le chaud et le froid, on fait semblant. Ah oui! Vous avez vu dans le cas malien, au Maou, en août dernier, il y a eu ce coup d'État. Mais certains chefs d'État dits influents de la CEDEAO sont allés à Bamako, croyant en joindre... Oui, donner des ordres pratiquement, mais il a suffi qu'au cours d'une rencontre, certains participants, membres de la société civile, leur jettent au visage. Mais chez vous, comment est-ce que les choses se conduisent là-bas? C'est pour dire simplement qu'il faut que, non seulement au niveau de nos institutions, l'UA, la CEDEAO, CEMAC, ainsi de suite, qu'on soit des exemples et des modèles. Parce qu'il faut également que ceux-là qui animent ces institutions-là soient des modèles et des références véritables. Pour qu'en parlant, les gens puissent vous écouter. On nous a dit que Goïta n'a pas pu, c'est une fait de non-recevoir, que la délégation de la CEDEAO a essuyé. Ils l'auront voulu, c'est un pied de nez là. Ils l'auront voulu. Parce que lorsqu'on vous envoie jouer les messieurs bons offices, lorsqu'il y a ces gens de crise, soyez des arbitres impartiaux. Oui, départagez les torts tels que vous devez les départager. Ne faites pas la fine bouche ou bien la politique de l'autruche parfois. Bon, on dit qu'on rencontre les autorités en place, on rencontre l'opposition, oui, on prend les doléances. Après, on vient sur le pouvoir de déclaration, oui, les choses se passent bien, il y a des avancées, nous les invitons à se parler. Et puis ça finit. On attend une autre crise. Et Jacques l'a dit, on court. C'est à croire qu'au niveau de ces institutions-là, on souhaite qu'il y ait des crises, quoi. Absolument. Pour que les gens aient à faire. Mais non, il faut qu'ils anticipent, il faut qu'ils soient proactifs, mais qu'ils aient l'entre-gens et la dextérité nécessaire pour conduire ça. Manque véritablement au niveau de ces institutions. Que deviennent nos institutions finalement? Même l'ONU? Même l'ONU. Ah oui. Même l'ONU. Prenons simplement le cas d'Addis Camara en Guinée. Vous voyez, Addis Camara, est-ce qu'il a fait 2 ans? Il n'a pas fait 2 ans. Mais pourquoi? Parce qu'il s'agit du Tchad. On dit nous allons faire une transition de 18 mois au moins. On accepte. Ça veut dire déjà que les 2 cas, c'est vrai, on va nous dire que oui, les djihadistes avançaient. C'est pourquoi il faut des militaires pour gérer cette transition-là, que les problèmes ne sont pas les mêmes. Et je vais tout de suite leur opposer également l'argument de M. Amoussou qui dit oui, mais si tant est que vous voulez que les militaires gèrent, il faut leur trouver un poste comme celui du vice-président au Mali. On n'a pas laissé, dans un premier temps, Goïta prendre la tête. On a dit, Goïta, tu t'écartes, tu viens en second plan et on place un civil. Pourquoi on n'a pas procédé de la même façon
pour le cas tchadien. Et le fils d'Idriss Déby reste là, en second plan. Et lui n'est fils à personne. Goïta n'est fils à personne, voilà. Ouais, donc, maintenant, voilà que n'étant pas fils d'un président, alors il prend ses responsabilités et il vient au devant de la scène. Nous ne sommes pas en train d'encourager. Quoique, bon, parfois, moi, je suis pour que, quand il y a la pourriture, que parfois, les militaires viennent en surface, rétablir l'ordre et repartent. Je l'ai toujours soutenu ici. Maintenant, c'est qu'il ne faut pas tolérer qu'on foute le bordel non plus. Je suis parfaitement d'accord. Mais si vous le faites pour un pays X, il faut que, lorsque les mêmes choses surviennent dans un pays Y, que les réactions, que les décisions soient les mêmes. Qu'on ne fasse pas du 2 poids 2 mesures. Non, on a tous vécu ici. On a vu comment on a pu régler les problèmes dans chaque pays. Je prends le cas de Gueye. Gueye en Côte d'Ivoire, voilà, il a dit que lui il est venu balayer, on l'a laissé, il a fait son temps. Après, bon, il a fini par être exécuté. Bon, j'ai aussi peur pour le colonel Goïta. Bon, je ne sais pas, ça peut lui arriver. Ça peut lui arriver. Jusqu'à quand va-t-il continuer à tenir tête à ces institutions? Parce que quand vous conduisez comme ça un ancien chef d'État envoyé en mission pour régler ou pour pacifier le climat, j'ai un peu peur de la suite de la situation au Mali. Mais bon, je voudrais une fois encore exhorter nos institutions vraiment à se renforcer davantage. Quand on parle de démocratie, c'est déjà quand des réactions fusent, hein, quand la population, quand la jeunesse d'un pays n'est pas d'accord avec la gouvernance, quand il y a des conflits politiques à régler en amont, avant l'organisation des élections, que ce soit législative, que ce soit, disons, présidentielle, qu'on essaye effectivement de crever l'abcès pour que chaque parti s'y retrouve. Qu'on ne prenne pas parti pour un chef d'État parce que, bon, les intérêts sont protégés, parce qu'il y a la communauté internationale derrière lui, parce qu'il sait bien des intérêts d'une partie. Parce que, voilà, là où nous en sommes aujourd'hui pour le cas malien, je me demande si on aura encore de paix dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Adrien Jacques a peur pour Goïta. A-t-il raison? En partie à cela, justement, qu'à tenir tête à ces genres d'institutions, bon, n'ayons pas peur d'un mot, un complot pourrait advenir. Ouais. Parce que là, j'ai parlé tantôt du pied de nez. Ah là, l'envoie pète carrément. Ah, le représentant de la CEDEAO, il envoie pète carrément. C'est encore la CEDEAO? Oui, la CEDEAO, elle est bel et bien là. Oui. Goïta n'a rien vu? Ah, ben justement, vous comprenez bien. Et déjà, j'ai parlé de la fragilisation. Ouais. Oui, c'est pas... Et vos interventions, vous-même, vous fragilisez le mécanisme. Parce que c'est les mécanismes que vous avez mis en place pour dire qu'il faut intervenir lors des conflits. Il faut anticiper. Oui, qu'est-ce que nous constatons depuis quelques années? C'est vrai, il y a élection dans un pays de l'Afrique. Je prends d'abord... Bon, il y a élection dans un pays de l'Afrique occidentale, par exemple. Je prends cet exemple-là, parce que nous sommes en Afrique occidentale. Oui. Bon, on dépêche des missions. Nous sommes venus voir comment ça se déroule, les préparatifs. On est reçu en audience par les autorités du pays et tout ça. Bon, agenda, on dit on veut rencontrer les différentes parties et tout ça. Mais les gens posent les problèmes. Mais qui ne trouve pas une solution, ils repartent. Après, une autre délégation vient, une délégation d'observateurs. Ouais. Oh là là, et après avoir observé le jour du scrutin, oh là là. Malgré les fraudes. Oui, le rapport est trop beau là. Tout s'est bien passé en général. Bon, il y a eu quelques petites difficultés, mais qui n'entachent pas à entacher la crédibilité du scrutin. Et c'est fini. Il faut poursuivre le dialogue. Oui. On évite les différentes parties à la retenue, au calme, au dialogue, parce qu'on a besoin de... Non, il faut finir avec ça. En face là. Mais vous n'êtes ni... Vous êtes dans une institution. Vous avez beau appartenir à un pays, c'est vrai que ce sont les chefs d'État qui vous envoient siéger. Mais une fois que vous siégez là-bas, vous siégez au nom des pays de cette zone de l'Afrique là. Même c'est valable également en Afrique centrale. Mais le bon sens doit pouvoir vous guider. C'est le minimum qu'on vous demande. Mais non, ils voient maintenant que leur médiation échoue. Parce que il aurait fallu qu'en amont, ils aient adopté des postures convaincantes que Goïta n'agirait pas comme ça.
Qui plus est, c'est un militaire, là. De qui ou de quoi tient-il sa force, là, Adrien? Non, certainement que... Vous savez que parfois, les militaires bien formés, ils ne supportent pas l'injustice. Surtout lorsqu'elle est flagrante, quoi. Ils ne supportent pas. Quand même, ce n'est pas une grenouille, comme on le dit dans le jargon. Quand même, arriver à ce grade-là, colonel, ce n'est pas n'importe qui, quand même. Certainement qu'elle a été bien formée, vous comprenez bien. Donc, la CEDEAO a intérêt à mettre la balle à terre, à retourner. À retourner, sait-on jamais que, bon, il faut quand même maintenir le dialogue, et certainement qu'on fera entendre raison à Koïta. Mais tout y a-t-il que maintenant, il s'arc-boute là, hein, il tient à conduire maintenant la transition. Ouais. Et il y a le cas tchadien. Il vous dit en face, médiateur de la CEDEAO, je tiens maintenant à conduire la transition. Mais qu'est-ce que vous pouvez lui opposer? Vous devez vraiment lui dire que, mais, vous voyez, monsieur... Partout ça s'est passé. Vous voyez, non. On a pu quand même confier la gestion aux civils, mais... Il n'y en a pas. Les gens ont peur maintenant qu'ils ne leur rétorquent. Au Tchad, est-ce un civil? Où étiez-vous? Voilà, c'est ça le problème. Donc, il va falloir que les médiateurs et autres membres de nos institutions sous-régionales, régionales et au niveau continental aient davantage de la lucidité par rapport à certaines situations. Il paraît que les Russes sont désormais un pignon en Goïta dans ce pays. C'est bien possible, ce n'est pas exclu, puisque nous parlions de géopolitique, nous parlions de géostratégie, peut-être qu'il tire aussi sa témérité de ces soutiens-là, qui sait. Donc, la France aussi ne voudra pas lâcher du lest. Donc, c'est peut-être un bras de fer, nous le disons ainsi, entre la France et la Russie qui s'installe au Mali, qui sait. Donc, ce sont des supputations. On verra bien qui l'emportera. On verra bien. Mais surtout qu'on apprend qu'il aurait été formé en Russie. Goïta. Vous comprenez bien? Et oui, je parlais tantôt d'intérêt. La flamme passe vite. Ah, justement. Et je parlais tantôt de conflit d'intérêt. Ah oui, par éléments interposés. Nous n'en sommes pas loin, certainement. Nous passons au second extrait. Comment avons-nous pu penser que, du simple fait d'avoir plagié ou tropicalisé les constitutions des anciennes métropoles ou d'autres pays occidentaux, l'on pouvait s'estimer subitement en démocratie? Jean-Baptiste Placard interroge Adrien. Ah oui, dans l'une de ces fameuses chroniques du week-end, de samedi précisément. Ah oui, non. Il ne fait que remettre en surface ce que nous avons coutume de déplorer. Parce qu'il faut le reconnaître, sur le continent, les systèmes démocratiques s'étiolent dans la plupart des pays du continent. Ça, il faut le reconnaître. Il ne faut pas se voiler la face. Ça résout. Pardon? Vous êtes là quelque part? Ah oui, ça s'étiole là, ça s'étiole dans cela justement que c'est vrai que nous devons contextualiser certaines choses par rapport aux lois et dispositions que nous prenons. Mais ce ne doit pas être un prétexte pour violer violemment des constitutions, si et puis ainsi m'exprimer, ou botter en touche lorsqu'on attire votre attention en dirigeant sur le fait que vous violez là une disposition légale. Oui, non. La loi, c'est la loi. Elle doit pouvoir être la même pour tous. On doit pouvoir l'appliquer en toutes circonstances, en tout lieu. Mais il suffit que parfois, on est comme gros gens devant où vous constatez que ceux-là qui sont aux affaires, qui ont le pouvoir, ils veulent bien et ils tiennent à ce qu'on applique toutes les dispositions légales aux autres. Mais à eux-mêmes là, niet, ils n'ont rien à faire. Eux, ils peuvent contourner. Et ils sont prêts à justifier. Ils peuvent contourner, ils peuvent violer, faire ce qu'ils veulent, mais ils sont prêts à justifier. Mais les autres, ils ne doivent pas, on doit leur imposer. Et là, vous comprenez bien qu'il faudrait que les uns et les autres reviennent à de meilleurs sentiments pour que des situations de crise n'adviennent pas. Parce qu'en fait, ça conduit où? Ils le font pour un certain nombre d'années, pour un certain temps, sur des mandats donnés. Au point où, on passe en force pour un troisième mandat. Et nous l'avons souvent répété. Et nous n'avons de cesse de le répéter. Parce que si on force un troisième mandat, c'est que quelque part, on a des inquiétudes, on a peur. Qu'est-ce que ça adviendrait si je laissais? Voilà que déjà, en gérant, j'ai commis des impairs aussi. J'ai mal géré, j'ai fait ci, j'ai commis des torts. Est-ce que les autres qui vont venir nous chercher à régler? Ou on cherche parfois à modifier la constitution? Lorsque on va faire la fin du mandat, on modifie. Le mandat fini, on cherche encore à modifier pour s'éterniser au pouvoir. Jacques Placard dit qu'on a copié les constitutions de ces pays-là et ça nous rattrape aujourd'hui. Un bon décryptage. Et dans l'émission précédente, je m'interrogeais déjà si il faut un autre mode
c'est ça, hein, de démocratie, ou bien une autre forme de gouvernance. Il faut changer carrément de paradigme. Je m'interrogeais déjà. Pour nous, c'est ça? Parce que, bon, le dire ainsi, c'est une injure à, disons, l'intelligentsia. Le dire ainsi, c'est dire que nous sommes moins intelligents que peut-être les autres races. C'est dire que nous ne sommes peut-être pas des homo sapiens sapiens, c'est qu'il faut retourner à Mathusalem. On n'a pas été préparé. Non, je pense que c'est parce qu'il y a, disons, une génération peut-être de dirigeants qui veulent remettre un peu en cause ou bien qui veulent être plus rusés que ceux qui ont déjà expérimenté. Sinon, la démocratie, quand même, ça s'expérimente dans plusieurs pays et ça marche. Et ça rime même avec développement. Parce qu'ailleurs, on vous dira que démocratie, qu'on a fait l'expérience que démocratie ne rime pas avec développement, qu'il faut changer de paradigme pour aller rapidement au développement. Alors qu'ailleurs, vous voyez, il y a la démocratie, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de presse, hein, les libertés, les droits fondamentaux sont respectés et pourtant, des pays se développent. Est-ce qu'il faut, parce que nous l'avons copié, hein, est-ce qu'il faut forcément qu'on reprenne, disons, la marche dès le début, qu'on apprenne à aller à l'école de la démocratie? Je pense que non, si nous voulons vraiment, nous pouvons. Il suffit simplement de respecter les tests. C'est le respect des tests. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut respecter les institutions, il faut se plier devant des décisions de justice. Quand la justice parle, quand on rend une décision, il faut l'appliquer. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Bon, les mêmes qui nomment, quand ils nomment et on prend des décisions qui vont à l'encontre, on dit non, on ne mettra pas ça en application. Alors que peut-être vous avez ratifié des tests. Vous avez lu les tests avant de les ratifier. Mais pourquoi dans l'application ça doit poser problème? Donc je pense que c'est une question de tête. C'est une question de tête et non de test. Il faut peut-être un sursaut. Il est déçu. Il est déçu, de même que moi. Moi-même je suis déçu, mais peut-être qu'il faut que les peuples commencent à prendre leurs responsabilités. Si peut-être on observe ces genres de révolution un peu partout sur le continent, peut-être que ça va faire reprendre conscience, je ne sais pas, certains dirigeants pourraient prendre conscience de la situation. C'est parce que peut-être il y a les peuples qui laissent faire. Et comme on le dit, les peuples ne méritent que leurs dirigeants. Il continue, il dit « Aujourd'hui, les dirigeants s'appuient sur une justice souvent complaisante pour trouver un semblant de base légale à votre emprisonnement. Mais à ceux qui voudraient protester contre l'arbitraire, l'on rétorquera alors que l'on est en démocratie et que la justice est indépendante. » Justement, en cela, justement, que des lois sont taillées sur mesure. Et j'ai dit tantôt, et Jacques n'a fait que renchérir. Oui, les textes sont bons pour les autres. Et maintenant, lorsqu'on est resté à la touche, on a observé, on a vu les failles. Lorsqu'on vient, on corse les tests. Parce qu'on a des objectifs et des intentions. Une fois parvenu au pouvoir. Oui, les choses qui étaient permises au moment où on n'était pas au pouvoir et qui m'ont aidé à céder au pouvoir. Ah, quand moi je viens, je vois que j'ai une faille. Sinon, les mêmes situations pourraient se reproduire, qui me fragiliseraient. Donc, il faut aller dans le sens de certaines lois prises à dessein pour vous coincer. En fait, c'est ça. Oui, parce que Jean-Baptiste Placard, certainement déçu, par qu'il tienne à ce qu'on remette en cause les processus démocratiques. Mais non, c'est vrai. Il est si déçu qu'il se pose la question de savoir si le jeu démocratique vaut encore la peine d'être mené. En fait, c'est ça qu'il s'agit. Parce que, à bien observer, à bien se rendre dans l'évidence, avant, juste au lendemain des indépendances, les dirigeants, c'est vrai, il y en avait eu parmi eux des dictateurs, il y avait parmi eux des dictateurs, mais pas pour autant qu'ils violaient exprès et expressément certaines dispositions légales des pays. Après cette période, il y a eu les périodes révolutionnaires où après des coups d'État, des militaires se sont installés au pouvoir. Et clairement, c'était des régimes dictatoriaux. Mais là, les lois étaient précises et connues d'avance par tous. Vous savez le canevas.
vous savez, le couloir qu'il fallait emprunter. Soit vous vous taisez. Mais il se fait que maintenant, c'est vrai, on parle de démocratie. Après une décennie ou 2 décennies à peine d'expérience démocratique, les nouveaux dirigeants, la plupart, qui sont venus aux affaires, oui, ils se sont servis de cette démocratie-là et de tous les principes et normes qui la régissent, cette démocratie. Mais une fois le pouvoir obtenu, on modifie les règles du jeu et on met en avant. Et lorsque vous vous opposez, on dit, c'est la Constitution qui le dit, parce que on a revu certains articles pour vous coincer, en fait. Et des cadres acceptent de faire ça dans la Constitution, Jacques? Oui, des cadres acceptent de le faire. C'est pourquoi je disais que c'est une responsabilité à circonscrire au niveau de certains dirigeants, au niveau d'une certaine élite. Parce que oui, des dirigeants ne le font pas, disons, ex nihilo. Ils s'appuient sur des hommes. Or, ce sont ces hommes qui font des institutions, peut-être la justice, peut-être que il y a d'autres institutions également de contre-pouvoir, l'Assemblée nationale. Mais une fois que, oui, c'est lui qui m'a nommé, je lui dois allégeance, il envoie des tests, je vote, les yeux fermés, les oreilles bouchées, je n'entends plus rien. Une fois qu'il a envoyé que c'est lui, c'est bon. Même s'il y a des pièges, on laisse. Ça peut me tuer moi-même demain. Exactement. Ça peut me tuer demain. Et c'est pourquoi, c'est peut-être pour éviter ce demain-là qu'on est obligé de s'éterniser aussi au pouvoir, M. Kassa. Oui, mais justement parce que on voit le piège qui est là. On sait que peut-être si un autre vient, on peut expérimenter ces mêmes tests contre vous, ces mêmes institutions, peut-être la justice que vous avez réussi à installer, cette même justice vous jugera. Donc, on n'est pas prêt à partir. Alors que, bon, la démocratie, il y a quand même des chefs d'État qui ont expérimenté ça, qui sont partis. On dit 2 mandats, pourtant il y en a qui ont peut-être fait un mandat qui sont partis. Si nous prenons par exemple le cas Nelson Mandela, et après lui, il y a d'autres qui l'ont fait. Au Ghana, par exemple, il y a le président Rawlings qui est passé, qui a fait son temps, il est parti, il a laissé. Et pourtant, il a une retraite, on ne l'a pas inquiété dans sa retraite. Une retraite paisible. Bien d'autres chefs d'État. Nous avons parlé récemment du cas Niger. Donc, ça veut dire qu'on peut toutefois l'expérimenter, on peut toutefois le faire, réussir plus ou moins sa mission et aller dormir tranquillement. Donc, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il faut repartir ou bien dire à l'Afrique de faire d'abord 200 ans comme les États-Unis avant de commencer à expérimenter la démocratie, M. Kassa? Les nègres sont intelligents, non? Les nègres sont intelligents, c'est ce que je vous disais à l'entame. Donc, dire que la démocratie n'est pas adaptée pour le continent africain, c'est une insulte. Mais bon, on peut comprendre. On peut comprendre, on peut trouver raison ou donner raison à ceux qui le disent, parce que au regard de tout ce qui se passe sur le continent, vous arrivez à vous interroger. Parfois, vous êtes frustré d'appartenir à ce continent parce qu'on se dit, mais nous sommes en retard là. Nous sommes en retard sur le monde. Les autres ne sont pas plus intelligents que nous. Et figurez-vous, c'est à des sommets, c'est nous qui proposons les meilleures solutions, les meilleures formules. Pourquoi chez nous, on ne peut pas le faire? Donc, je ne pense pas que nous soyons moins intelligents que les autres races. Jacques, je reste avec vous. Nous sommes à Minsk, à Avignon-Dérouté, dans ce pays-là. Le journaliste d'opposition est arrêté et soumis à des violences physiques, selon son père. Oh, c'est une actualité, disons, je dirais une information qui défraie la chronique. Et c'est un jeune, en plus de 26 ans, qui secoue le sommeil de ce pouvoir. Donc moi, je me demande comment on en est arrivé là. Pourquoi c'est ce jeune activiste, bien que, bon, moi, je ne partage pas trop son statut, son titre de journaliste d'opposition. Ça m'embête un peu. Soit il est journaliste, soit il appartient à un parti politique. J'en ai lu que il a même suivi une opposante
pour un reportage, si vous êtes de l'opposition, il faut peut-être déclarer publiquement votre appartenance à un parti politique. Maintenant, on le sait. Vous pouvez être journaliste critique. Mais journaliste d'opposition, moi, ça m'embête un peu. Si les journalistes, moi, je vais plaider pour que vraiment on le traite en tant que tel. Même si le journaliste n'est pas un citoyen, disons, entièrement à part au-dessus de la loi, je plaiderai pour que vraiment les conditions. Parce que au-delà de tout, c'est un être humain. Les droits élémentaires doivent être respectés, mais quand on dit qu'il a un visage tuméfié et qu'on lui a fait lire un test, oui, on lui a sauté des dents, moi je pense que c'est inhumain, c'est vraiment à condamner ce genre d'actes, parce que, bon, qu'est-ce qui pousse un jeune à aller dire devant micro et caméra, oui, là où je suis de ma position, on me traite bien, les gens ne m'ont rien fait. Moi, je trouve que ce sont des précisions de trop. Si on ne l'a pas forcé à le dire, je ne le vois pas en train de faire ce genre de précisions. Donc, forcément, son papa a raison d'aller sur ces pistes. Où sont passées ses dents? On n'a pas dit que l'Avignon qu'il a emprunté a subi un crash pour qu'il pète ses dents. Donc, ça veut dire qu'il a été martyrisé. Et en matière de respect des droits de l'homme, je pense que le pouvoir de Minsk a failli. Bien, vous êtes devenu si puissant comme vos plaques dans les airs. Ah oui, non. Oui, le journaliste, c'est dans tous les pays et sur tous les continents. Vous êtes gênant. Vous êtes gênant, et une fois que vous êtes un élément gênant, perturbateur, une fois que c'est vous qui empêchez les uns et les autres d'atteindre leurs objectifs, mais on doit pouvoir vous en vouloir. Et ce qui arrive à ce journaliste-là... Alerte à la bombe. Oui. Il est resté au sol, il sait. Mais attention, avec la nuance que, comme Jacques le disait tantôt, nul n'interdit à un journaliste d'être politique, d'être membre d'un parti politique ou d'avoir sa ligne éditoriale qui plaisait. Absolument. Oui, de l'opposition, non. Là, c'est gênant. Là, c'est gênant. On préfère être alors, comme Jacques le disait tantôt, journaliste critique. Ouais. On connaît votre ligne éditoriale, on connaît vos principes par rapport. Mais à dire qu'on est journaliste d'opposition, c'est vrai. Ce n'est pas du tout. Ça ne reflète pas les comportements, le b.a.-ba qu'on demande d'avoir en tant que journaliste, parce que le journaliste, qu'il soit bon, il peut avoir son penchant pour tel dirigeant. Exactement. Son cœur peut battre pour tel parti politique. Oh là là, c'est comme le reporter sportif. Parfois, il est obligé de retransmettre des matchs. Son cœur bat certainement pour un club par rapport à un autre, mais il essaie de contenir cette émotion-là. Sinon, il ne pourra pas retransmettre fidèlement ce qui se passe. Parce que désormais, il y a eu des spectateurs sur l'aire de jeu. Et lui, c'est vrai, il retransmet. C'est lui, le journaliste, il a été fait pour ça. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait déphasage. Ouais. Donc, c'est la même image que j'emprunte pour dire quand même à ce journaliste-là, si il s'est réclamé du journal de l'opposition, alors il y a également quelque chose à corriger sur ce plan-là, de son côté. On a mis la vie des autres passagers en danger. Oui, parce que l'avion était parti pour une destination donnée, mais qu'on détourne, qu'on force l'atterrissage parce qu'il y a quelqu'un qui serait recherché. Un seul individu. Oui, moi je pense que c'est exagéré. Et bizarrement, on n'a pas entendu beaucoup d'institutions ou d'organismes condamner l'acte. Bon, c'est vrai qu'il y a des réactions par rapport à l'Union européenne. Oui, maintenant, bon, au-delà de l'Union européenne, est-ce que... Les condamnations, là, maintenant, on s'en fout, non? Les condamnations, on s'en fout. De plus en plus... Qu'est-ce qu'on pourra faire pour sortir ce jeune, 26 ans, des griffes du pouvoir de la Biélorussie? C'est un feuilleton. Les critiques, ça ne tue pas, Jacques? Les critiques, ça ne tue pas. Les critiques, ça ne tue pas normalement, ça ne tue pas. Et tel que nous l'avons dit, si ce journaliste veut être activiste, il choisit d'être activiste. S'il veut être de l'opposition, il fait sa déclaration publique. S'il veut être journaliste critique, il est aussi critique et on le sait. Maintenant, quand on dit journaliste d'opposition, moi je ne suis pas trop d'accord, nous l'avons déjà dit, mais je pense que oui, les critiques, il faut aussi les accepter
surtout bon, quand on ne se reproche rien, et comme je le dis souvent, surtout que le droit de réponse existe. Vous pouvez chercher à rétablir, si tant est que il y a diffamation, vous pouvez essayer de rétablir votre vérité ou bien carrément aller devant la justice. Pourquoi d'abord faire subir ce genre de, je sais pas, de pression à ce jeune qui a quand même des droits, même s'il était un meurtrier. Je pense qu'il a certains droits. Et ceux qui font ces bases œuvres-là sont des humains, ils sont allés à l'école, Adrien. Ah, mais ils sont des humains. Le chef d'État lui-même est venu prendre le fouet pour le faire. Et ils ont un cœur qui bat dans leur poitrine, ou bien des cœurs qui battent dans leur poitrine. Mais vous convenez avec moi que lorsqu'ils sont en mission commandée, c'est l'un des thèmes consacrés, lorsqu'ils sont en mission commandée, mais souffrez qu'ils aillent jusqu'au bout de leur mission, afin d'aller rendre compte à la fin de la mission. Pardon. Faire violence sur mon prochain. Il y a plaisir à un président. Il y a certains, ça ne leur dit rien, ils s'en foutent comme de l'an 40. Oh là là, eux veulent atteindre un objectif. Parce que parfois, on donne même des consignes, zigouez-le. Certains disent, mais il faut les effacer. C'est parce qu'ils gèrent aux entourures. Non. Alors que, normalement, les critiques devraient vous permettre, vous qui êtes dans le feu de l'action, devraient vous permettre de revoir, de corriger aux besoins les œuvres, les actions, les initiatives que vous prenez pour quand même bonifier certaines œuvres, certaines actions. Donc les critiques devraient vous permettre d'évoluer et d'évoluer dans le bon sens, parce que demeurer sans accepter les critiques, je ne pense pas que vous puissiez véritablement évoluer sincèrement dans ce que vous faites, dans entreprenez. Le père dit qu'il n'a pas accès à son fils, il veut bien parler à son fils, mais... Je pense que c'est quand même le minimum qu'on puisse demander, quand on vous coffre même, vos parents doivent avoir accès à vous, votre avocat doit échanger avec vous. C'est le b.a.-ba qu'on enseigne dans des facultés de droit. Donc, bon, si on n'est pas en train de glisser sur le terrain de la dictature, je pense que les autorités biélorusses ont intérêt à revoir leur copie, à assouplir les conditions de détention. Si ce jeune a été ou est fautif, je pense qu'il faut lui appliquer les tests, conformément aux dispositions en la matière dans le pays. Je suis d'accord, mais qu'on commence déjà à lui mener la vie dure de cette façon, je pense que là on est en train de s'écarter des droits, disons, fondamentaux de l'homme. Voilà. Et on ne tue pas les idées, Non. Pas du tout. On ne réussira jamais à tuer les idées. Pas du tout. Alors là, c'est ce qui fait la différence entre justement les vérités que vous refusez d'entendre aujourd'hui, demain, elles sortiront de la bouche d'autres personnes. Nous continuons avec Bensouda. Je suis avec vous, Adrien. C'est complètement faux de dire que la CPI ne vise que l'Afrique. C'est l'ancienne procureure, la sortante générale de la CPI qui le dit. A-t-elle comblé les attentes parce qu'elle était partie pour défendre l'Afrique en réalité? Bon, partie pour défendre l'Afrique, de par son rôle, bon, pas tout à fait cela. Partie quand même, bon, en faisant l'effort d'équilibrer les choses, parce qu'il a souvent été dit et martelé que, bon, cette CPI-là, elle n'est faite que pour ce continent, surtout les dirigeants africains. Alors, du coup, une Africaine qui arrive... Une Africaine qui arrive, elle doit pouvoir... rappelez-vous, même au moment où le procès Laurent Gbagbo a été entrepris, on lui a fait elle-même un procès. Je ne vais pas parler de procès de détention. Bon, les gens s'étaient dit qu'elle a été peu même dure et qu'elle est même allée au-delà. Donc, en mission, comme on dit, justement. Dans la mission, comme on dit, même pas certains. Vous comprenez bien que l'un dans l'autre, on doit pouvoir savoir raison garder. Bon, a-t-elle comblé les attentes? Elle a fait ce qu'elle a pu. Parce que il fallait avoir également du cran. Ah oui, c'est de gros dossiers là. C'est de gros dossiers et à l'international. Vous comprenez bien? Et elle n'était pas restée sans pression. Absolument. Sans pression de toutes parts. Surtout de ces pays-là où, bon, on dit que bon, les dirigeants, ils ont beau être des dictateurs, ils ont beau violer des principes de droits alimentaires ou porter
porté atteinte même à des vies humaines, ils sont jamais traduits devant la CPI. Donc on est dans l'autre, elle a fait ce qu'elle a pu. Espérons que celui qui est arrivé maintenant là. Alors là, je parle du changement de couleur de peau, vous comprenez bien, sur mon regard. Bon, on verra bien comment est-ce qu'il va se comporter. Je vais parler du nouveau procureur, celui qui va succéder le mois prochain, hein, si je ne me trompe. Non, dans quelques jours. Oui, dans quelques jours. Mi-juin. Mi-juin, voilà. Le mois prochain, nous verrons bien comment est-ce qu'il va se comporter, parce que là, une Africaine a pris par là. On a pu quand même la voir à l'œuvre. Maintenant, on reverra encore les autres à l'œuvre. Bon, nous ferons la comparaison pour voir si réellement cette cour, au niveau de cette cour, les gens sont décidés à maintenant faire traduire les dirigeants, quel que soit, devant la CPI, les dirigeants, quel que soit leur continent au pays. Ce sont les Africains eux-mêmes qui saisissent la cour pour les cas où c'est avéré, c'est ce qu'elle explique. Exactement, et si vous me permettez, je vais lire exactement son propos. Elle dit, je pense d'abord que c'est une critique injuste et infondée. Effectivement, la CPI a beaucoup travaillé en Afrique, mais avant tout lié au fait que des États africains eux-mêmes ont saisi la Cour. Je prends l'exemple de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine à 2 reprises, le Mali, les Comores. Deuxièmement, ceux qui ont mené cette propagande contre la Cour ont choisi délibérément de ne parler que des affaires concernant l'Afrique. Mais nous avons mené divers examens préliminaires et enquêtes hors du continent, en Colombie, aux Philippines, au Venezuela, en Ukraine. Pourquoi? Exactement. J'ai choisi de lire exprès et votre réaction est la bienvenue. Elle m'a fait sourire quand je lisais son argument. Bon, Bensouda, qu'on le veuille ou non, je l'aime bien en griffe. Parce qu'elle a du cran, elle a montré que oui, une femme à ce poste, une Africaine, elle a su se débattre vaille que vaille. Elle est à la descente, à l'atterrissage, après 9 années. Elle a fait parler d'elle sur le continent et un peu partout dans le monde. Maintenant, c'est la façon dont on traite. C'est la célérité avec laquelle on traite les dossiers concernant les chefs d'État africains. Oui, on a fait des enquêtes préliminaires sur la Colombie, la Géorgie, etc. Mais on en est où? C'est resté à l'étape enquête. Pourquoi on n'a pas le même empressement pour aller peut-être lancer un mandat d'arrêt contre un chef d'État en Géorgie ou bien en Colombie, avec un mandat peut-être d'amener, comme ça a été fait pour Laurent Gbagbo ou bien Bemba. Et au finish, on a fini par les libérer. Après peut-être 10 ans de détention. Pourquoi on ne fait pas de même pour ces chefs d'État? On choisit d'abord de faire des enquêtes préliminaires avant peut-être de lancer le mandat d'arrêt. Alors qu'en Afrique, c'est la situation inverse. On les amène avant de commanditer les enquêtes. Donc sur ce point, je pense que même en voulant se justifier, Bensouda s'est plongé, selon moi. Ce n'est pas un bon motif, ce n'est pas un bon argument qu'elle a servi. Je pense que au final, vous me demandez de rentrer. Oui, et elle a même continué en disant que oui, son successeur certainement va continuer l'œuvre. Donc, c'est comme une patate chaude qu'elle renvoie à son successeur. Elle risque de partir, c'est ça? Oui, mais elle part bientôt, elle part dans quelques jours. Donc, le successeur, certainement, va hériter de ses affaires. Ça ne me concerne plus. Moi, j'ai essayé de faire des enquêtes préliminaires, quitte à mon successeur, de commencer peut-être à interpeller ou à lancer des mandats d'arrêt contre les présidents, peut-être, de ces pays qui ne sont pas des pays africains que nous venons de citer. Bon, elle a fait ce qu'elle a pu, mais je pense qu'il y a une petite tache noire dans ce qu'elle a fait dans son passage à la tête de la CPI. On aurait aimé voir d'autres chefs d'État comparaître, d'autres chefs d'État non-africains répondre, être, disons, écoutés, comme on a fait avec Jean-Pierre Bemba, comme on a fait avec Laurent Gbagbo, pour savoir que oui, la CPI n'est pas faite pour
les Africains seulement. Elle aime trop les Africains. Cette cour-là. Ce peut être alors un trophée. Si elle avait réussi, avait traduit devant la CPI des chefs d'État du continent africain. Ce peut être un trophée. Parce que par rapport à ce qu'elle croit être un argument, pour moi, je voudrais souhaiter qu'elle se tue carrément. Ce sont des arguties, ce qu'elle dit là. Mais à un moment donné, visiblement, elle était essoufflée. Elle était dépassée. Je ne dirais pas les événements. Sans mentir, elle était visiblement dépassée par les événements. Elle a cru trouver la parade, mais comme Jacques l'a dit, c'est davantage elle a tiré sur l'Union africaine. Oui, mais vous comprenez bien que j'ai appris qu'au niveau du continent, certains ne lui pardonnent pas certaines choses. Que voulons-nous finalement justement, alors que vous ne vous comportez pas bien. C'est un méli-mélo en quelque sorte. Parce que moi, j'aurais préféré qu'elle développe pas, ou souhaité qu'elle développe pas d'autres arguments que cet exemple donné, cet exemple est malvenu à propos. Encore que quand elle dit que ce sont les pays africains même qui ont tendance à saisir la cour, est-ce une façon pour elle de dire ne saisissez plus? Parce que je n'ai pas compris, elle s'est un peu mélangée, je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle, parce que c'est une façon d'appeler les États africains à se rétracter, à ne plus aller devant la CPI désormais. Je me pose des questions. Donc, peut-être si elle a d'autres occasions, elle n'a qu'à peut-être nous répondre à nouveau. Non, certainement qu'elle écrira ses mémoires. Sûr. Je suis sûr. Certainement. Non, mais elle dit maintenant qu'elle va se reposer un peu et penser le développement de la Gambie. Oui, non, il n'empêche. Elle n'empêche qu'elle sera amenée peut-être à écrire ses mémoires. Et lorsque ces mémoires seront publiées, vous aurez la réponse à votre préoccupation. Peut-être qu'elle a des aspirations politiques qui c'est c'est possible. Il y fait bon vivre, c'est ça, dans l'arène politique. Puisqu'il faut prendre par là pour être proposé à ce genre de poste. Elle n'a pas été à la CPI sans l'État gambien, voilà. Donc, change de job. Malheureusement, nous sommes déjà... on est tout le temps dans le micro. Ça viendra, tout viendra certainement. Et nous sommes maintenant en Afrique du Sud. La corruption a trouvé un terrain fertile dans les divisions, les faiblesses et les tendances qui se sont développées au sein de l'ANC depuis 1994. Le chef de l'État a reconnu cela. Oui, quand on parle de 1994, on pense à Nelson Mandela. Le repère. Oui, et après lui, les choses ont commencé par se gâter, et puis s'y m'exprimer. En cela, justement, que vous avez vu, avec ce qui s'est passé avec l'ex-président Jacob Zuma. Et finalement... Ça continue. Oui, ça continue. En cela que, on est aujourd'hui embarrassé de parler encore de l'ANC. L'ANC des grands combats. L'ANC dont les militants étaient convaincus d'une cause. C'est la noblesse par rapport à la lutte. Et vous avez vu couronné par la libération de Nelson Mandela en son temps. Et puis après, il est venu et il leur a même indiqué le chemin, la voie à suivre. Parce que c'était un modèle. C'est vrai que l'une n'est pas fait, mais Mandela a fait cet effort-là. Et puis après, au lieu de suivre l'exemple, au lieu de s'inspirer de ce qu'a été Mandela, ça a commencé par dégringoler. La gestion même, au niveau de ce même parti, a été accompagnée d'une gestion clanique. Vous comprenez bien? Mais il va de soi. La corruption ne devrait pas être loin. Vous comprenez bien? Corruption du point de vue moral. Et corruption, et qui s'entend également par le fait que, certains dirigeants, pour essayer de parvenir à leur fin, usaient également du stratagème, pour certains, pour atteindre les objectifs. Et puis, inéluctablement, on verse forcément dans la grande corruption, où on parle d'espèces selon des trébuchantes. Le secrétaire général l'a sauté de l'ANC, Jacques. Oui, mais c'est venu quand? Après coup. Alors qu'on aurait pu prévenir ça. Qu'on le veuille ou non, un parti politique, c'est une institution. Et c'est ce que nous disons au niveau UA, CEDA et autres. On devait avoir des partis politiques forts. L'ANLC, c'est vrai, c'est un grand parti politique au niveau de l'Afrique du Sud. C'est lui qui a géré le pouvoir jusque-là. Si l'Afrique du Sud connaît ces genres de déboires, on ne va que s'en prendre à l'ANLC. Ramaphosa a eu ce regret, mais qu'est-ce qu'on fait pour prévenir cela? On le saute déjà, le secrétaire général. Bien sûr, bien sûr.
Donc, c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'on fait pour choisir des dirigeants de qualité? De qualité, tout à fait. Quels sont les mécanismes, les dispositifs qu'on met en place pour prévenir? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait encore un autre Jacob Zuma. Donc, il va falloir, une fois qu'on a eu ce regret, qu'on a fait ce diagnostic, que le passage de Jacob Zuma a été vraiment une tache noire pour l'ANLC, il faudrait qu'on asseye ces dispositifs-là, ces mécanismes-là au niveau de l'ANLC pour prévenir ces gens d'actes déplorables. C'est pour lui barrer le chemin parce qu'il est favori maintenant. Mais je ne dirais pas que c'est un jeu de ping-pong. Vous savez bien que le secrétaire général également a cru suspendre également le président Ramaphosa. Ouais. Lui aussi, il a pris des décisions, bon, l'un dans l'autre, mais aujourd'hui, le Cyril Ramaphosa est plus en position de force. Hein. Lui, le président. Oui. Cette influence du parti et de la République. Bon, il faut en tenir compte. En fait, c'est ça. C'est là où lui damera le pion, certainement, parce que l'autre aussi doit penser à un second mandat. Et il y a aussi d'autres qui sont à l'affût. Ah oui, qui gâtent le fauteuil. Et oui, c'est ça. Et ce sera de bonne guerre. Et je parlais tantôt de gestion clanique, en fait. Et il y aura davantage de clans. Mais attention à les prendre garde. Il ne faudrait pas qu'ils soient surpris. Je veux parler des dirigeants de l'ANC. Il ne faudrait pas qu'ils soient surpris